Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de préparation à la certification Java dans laquelle nous allons parler des modules. À partir de Java 9, Java devient modulaire, du moins en interne. Et en externe, c'est un peu si on veut. Le module, c'est un nouveau niveau de granularité. On connaissait les classes, avec aussi derrière une granularité plus petite pour les propriétés, les variables, etc. Mais on avait principalement la classe et les packages. Maintenant, en granularité plus grande, on a les modules. Donc un module, c'est plus grand qu'un package, qui est plus grand qu'une classe, qui est plus grand qu'un membre de classe. Les modules, mais à quoi ça sert? Le module, ça permet une encapsulation forte du code. Un module, il définit strictement quel package et quelle classe il veut bien exposer aux autres modules. La modularisation, ça permet de définir explicitement les dépendances des modules entre eux. En gros, ça permet d'avoir un code bien organisé, avec des modules qui ont chacun leur responsabilité et qui définissent clairement ce qu'ils font en interne et ce qu'ils offrent aux autres modules comme service. Un module, à quoi ça ressemble? Alors quand c'est compilé, ça ressemble tout simplement à un jar qui contient du code compilé et des ressources, mais il possède à sa racine un descripteur de module. C'est le fichier qu'on a dans le code qui s'appelle module-info.java et qu'on aura en module-info.class dans le jar. Le nom d'un module, il suit la même règle de nommage qu'un nom de package, et il doit bien évidemment être unique. Le descripteur de module. Le descripteur de module, c'est un peu la partie facile. Un descripteur, ça contient le nom du module, les packages dont les types publics sont exposés, les dépendances aux autres modules, ce dont le module a besoin, les services qu'il offre, les services qu'il consomme, et pour terminer, les packages ouverts à la réflexion. Pour chaque partie, ou presque, on a une clause. On aura par exemple export pour l'exposition de package, requires pour exprimer les dépendances qu'on a vis-à-vis des autres modules, etc., etc. On viendra sur toutes ces clauses. Un exemple ici de descripteur tout simple. Pour mon module, bon, je l'appelle mon module, il exporte ce package. Donc tous les types publics de ce package seront accessibles par les modules qui auront mon module en dépendance. Mon module, il requires autre module. Pour fonctionner, il a besoin de autre module. Pour la clause requires, mon module A, il peut requires module B1. Il peut requires transitive module B2. Il peut aussi requires static module B3. Alors la différence entre tout ça. Si j'ai une dépendance transitive, tous les modules qui utiliseront A n'auront pas à ajouter B2 à leur descripteur. On a A qui a besoin de B2, donc si je suis dépendant de A, je suis indirectement dépendant de B2, mais pour simplifier la vie de tout le monde, je peux déclarer la dépendance à B2 de A transitive pour éviter à tous les descripteurs qui seraient dépendants de A de rajouter aussi une dépendance à B2. Pour la dépendance statique, le module B3 ici, il doit être disponible à la compilation pour A, mais pas nécessairement à l'exécution. Donc là, le code, il doit en tenir compte, en particulier si on fait de la réflexion. Pour la dépendance à B1, rien à signaler, on n'a pas de particularité. Pour les exports, j'ai un module A qui offre à la communauté les types publics des packages subpack 1 et subpack 1. Il le fait via des clauses exports qui permettent de rendre toutes les classes publiques d'un package accessibles au module qui aurait A en dépendance. Ces classes, elles sont publiques et aussi accessibles à la réflexion. Export, c'est un peu le pendant de requires, et réciproquement. Ou en tout cas, les deux clauses, elles marchent de pair. Opens, il indique un package dont les éléments sont accessibles par réflexion, quelle que soit leur visibilité. Donc pas uniquement le public. Si je place open et pas opens, donc open sans s, devant le mot module, donc j'aurai open module, non module, j'ouvre l'entièreté d'un module à la réflexion. On ne peut pas utiliser open et opens en même temps, ça crée un conflit. Les clauses opens et exports, je peux les restreindre à certains modules. Donc je peux ouvrir mes packages qui a une certaine liste de modules, je peux préciser ces modules après le mot tout.
J'aurai donc par exemple exports un package to la liste des modules pour lesquels j'exporte. Idem pour opens. Dans le descripteur du module, je pourrais préciser quel service mon module utilise via uses, suivi du type pleinement qualifié, qui correspondra au package et au nom de l'interface dont j'aurai besoin. Je peux aussi préciser avec provides les services que je vais fournir en indiquant provides, le type, donc l'interface associée, suivi de with, implémentation, donc le nom de la classe qui implémentera mon service, mon interface. Ce à quoi on va s'intéresser maintenant, c'est les types de modules. Les modules, on en a de différents types et ils n'ont pas du tout la même fonction. Déjà, on a les modules système qui sont les librairies de la JDK et ils sont accessibles par défaut. Donc si on a un petit programme rapide à écrire, pas besoin de se casser la tête avec les modules ou à requires les modules de la JDK. Donc on a les modules système. On a aussi les modules applicatifs, donc ça, c'est ceux qu'on va créer nous-mêmes. Au-delà des modules système et applicatifs, on a aussi deux autres types de modules. On a les modules automatiques et le module sans nom. Donc on a bien dit le, qu'on appelle le unnamed module. Donc c'est littéralement le module sans nom. Pour comprendre les automatiques modules et l'unnamed module, il faut comprendre la notion de module pass. À partir de Java 9, tout est module. C'est un peu perturbant parce que on n'a pas arrêté de programmer en Java depuis Java 9, mais on n'a probablement pas fait de module. En tout cas, il y a des chances pour que vous n'en ayez pas écrit vous-même. Donc comment tout ça a pu continuer à fonctionner? Il faut savoir que tout le code qui est présent sur le ClassPass, donc le code, il finit dans le module sans nom. On a un gros module fourre-tout, le unnamed module, et c'est lui qu'on bénit parce qu'il nous permet de travailler comme avant si on le veut. Et c'est là que Java a été intelligent, il a permis une transition en douceur. En même temps, sans cette transition en douceur, on n'écrirait peut-être plus rien en Java. Donc déjà, tout le code qu'on a sur le ClassPass, il est dans le unnamed module. Mais à côté du ClassPass, on a le module pass qui va regrouper tous les modules nommés par opposition aux modules sans nom. Donc tous les modules qu'on aura définis explicitement, volontairement. On vient de parler du unnamed module, mais on n'a pas parlé des automatic modules. Les automatic modules, c'est assez fort, c'est comment on crée un module à partir d'un jar, donc d'une librairie, qui n'est pas un module, mais comment on crée un module pour cette librairie automatiquement. Pour créer un automatic module, c'est tout simple, on rajoute un jar dans le module pass. Et à ce moment-là, on a bien la conversion automatique en module, et le module qui est créé automatiquement, il expose tous les packages, il accède à tous les autres modules, y compris le unnamed module, et il a un nom généré automatiquement qu'on peut utiliser en dépendance de module. Donc l'automatic module, il nous permet d'intégrer une librairie tierce qui n'est pas modulaire, et il nous donne aussi de la souplesse pour faire de la migration d'un projet non modulaire vers un projet modulaire. Revenons sur le module sans nom. Le module sans nom, c'est donc tout ce qu'on a ajouté au ClassPass. Il est sans nom, donc il n'est pas utilisable en tant que dépendance, parce qu'on ne peut pas dire requires de quelque chose qui n'a pas de nom. Il permet de continuer de développer en Java en ignorant la notion de module. Donc c'est pas si mal, parce que quand même dans la majorité des cas, les programmes qu'on a à écrire, c'est pas des programmes pour faire tourner des centrales nucléaires. Donc on n'a pas besoin de cette lourdeur. Les avantages des modules, ils dépendent quand même du contexte du projet. Le module sans nom, il accède à tous les autres modules, mais le contraire est faux. Les modules nommés, ils n'accèdent pas aux modules sans nom. On a parlé des descripteurs de modules, on a parlé des types de modules, et maintenant, pour terminer, on va parler de la ligne de commande. La ligne de commande, ça sera expérimenté par vous-même, mais on a de nouvelles options avec les modules. On peut préciser le module pass en ligne de commande après "-p" ou "-" module pass. Pour exécuter un module, on peut aussi indiquer la main class via l'option "-m". En ligne de commande, on peut aussi compléter à la volée, donc à l'exécution, des descripteurs de modules via les add exports, add opens et add reads. Add reads, c'est pour des requires. On peut aussi explorer les modules avec l'option "-list-module". Si on travaille avec le ClassPass
Et sans considération de module, on peut ajouter un module à l'unnamed module avec --a-modules. Avant de se dire au revoir, un mot sur les stratégies de migration. Pour passer d'un projet non modulaire à un projet modulaire, on a plusieurs façons. Et pour connaître la meilleure façon, il faudrait déjà avoir réalisé l'exercice. Mais ce qu'on va trouver sur Internet, c'est principalement deux stratégies générales. La première, c'est le bottom-up. Donc, on transforme tous nos projets en modules un par un. Et les modules, avec le ClassPass et le unnamed module, on peut les migrer au rythme qu'on veut. Cette méthode, elle ne contraint pas les projets très fortement, donc elle doit avoir son avantage. La stratégie top-down, elle est intéressante. En fait, elle va consister à découper grossièrement notre gros projet en gros modules, puis à progressivement affiner le travail en divisant ces gros modules en plus petits modules. Dans la pratique, j'aimerais bien voir comment ça se passe. Si vous avez des retours d'expérience, je serais très intéressé. Merci à tous et à bientôt